3 degrés, c'est beaucoup. Mais comme ça vient pas d'un coup, bien sûr. Je pense que c'est le moindre mal, on va dire. Je pense pas que ce soit primordial, en tout cas au départ. Parce que l'être humain s'adapte. Par contre, je pense que la société, économiquement, elle va fonctionner d'une manière basse. Donc, la pauvreté va augmenter. Toute la pollution procurée par les centres-villes, les voitures et autres. Donc, je pense que c'est très mauvais pour le développement de l'espèce humaine. C'est de l'ordre du comportement des gens que viendra la solution. Et malgré tout, cette décision et ce changement de cap, il est avant tout politique. Et s'il n'y a pas la volonté politique, il y aura une inertie de la société. Je trouve que les personnes ont répondu de façon très pertinente. Je vois la première façon de voir les choses, c'est de dire effectivement que les gens vont s'adapter, les individus vont s'adapter. Donc c'est vrai au niveau de la société, on va s'adapter, mais au niveau individuel, il y a quand même peu d'évidence d'une adaptation à des hautes températures physiologiques du corps humain. Le deuxième point qui est souligné, c'est la responsabilité de l'être humain dans le réchauffement climatique, en général dans le changement climatique. Donc là, c'est quelque chose qui est avéré, effectivement. Ensuite, il y a l'idée que cela affecte l'économie et en particulier les plus pauvres. Et là, c'est vraiment très très bien vu, parce que c'est exactement ce qui se passe et ce qu'on a trouvé dans nos travaux. Et la dernière, c'est de dire que les choses évolueront que s'il y a au départ une volonté politique, un acte politique pour sortir de l'inertie. Et c'est vrai que ce sont les comportements individuels qui vont permettre de faire changer les choses, mais il faut qu'il y ait une impulsion au départ qui peut passer par ce qu'on appelle un signal prix, c'est-à-dire des aides financières pour aller dans la bonne direction. Mais les individus d'eux-mêmes prendront difficilement les bonnes décisions s'ils ne sont pas guidés. Je travaille depuis une vingtaine d'années avec des collègues épidémiologistes et dans le cadre de l'interdisciplinarité, on a eu l'occasion de collaborer en particulier sur la pollution de l'air et les effets sanitaires de la pollution de l'air. Et donc plus récemment, on a étendu notre collaboration sur la thématique des canicules. Et donc il a fallu trouver des méthodes adéquates et un langage adéquat pour pouvoir être en mesure d'estimer l'impact économique des canicules. En l'occurrence, je n'avais pas prévu de travailler dans cette direction. Les méthodes qui ont été mobilisées d'un point de vue économique sont des méthodes assez standards. Et par contre, le champ dans lequel on les a appliquées, c'est quelque chose qui est très peu étudié au niveau mondial parce que les effets sont difficilement décelables. On ne peut pas compter des décès comme on peut compter des décès lorsqu'il y a un incendie ou une inondation, ou donc il y a des pertes de vie humaine claires. Ici, il va y avoir un peu plus de décès pendant ces périodes-là, et ce sont les méthodes statistiques qui vont déceler cet excès de décès, ce nombre de cas supplémentaires de consultation, d'hospitalisation et les pertes de bien-être associées aux restrictions d'activité des individus. L'étude qu'on a faite portait sur la période 1974-2020. Et on a 3 types de résultats. Le premier, c'est l'ordre de grandeur, qui est autour de 140 milliards d'euros de pertes de bien-être, de coûts sanitaires et de pertes associées à la mortalité. Il y a aussi une hétérogénéité importante selon les années. Par exemple, en 2008, en 2014, ou la période de 1977 à 1981, il n'y a eu aucune canicule, donc aucun coût associé. Et par contre, en 2003, c'est vraiment le record du siècle précédent. Il y a eu environ 15 000 décès et cela représente environ 56 milliards d'euros de valorisation des impacts économiques, sanitaires et liés à la mortalité. Et la troisième chose, c'est qu'on a quand même une tendance croissante de la fréquence des épisodes caniculaires, puisque depuis 2015 jusqu'en 2020 dans notre étude, puis 2021 et 2022, il y a eu des canicules, des épisodes caniculaires chaque année. Concernant les recherches, donc chaque année, mes collègues de Santé publique France calculent le nombre de décès en excès lors des épisodes caniculaires et puis le recours aux soins. Donc on échange parfois sur l'impact économique que cela représente et on va peut-être le rendre relativement automatique, ce calcul des pertes économiques à l'avenir. C'est en discussion avec les services de Santé publique France. Lorsqu'on évoque la valeur d'évitement d'un décès ou la valeur d'une vie humaine, pour des collègues qui viennent de sciences médicales, la vie est sacrée, il faut tout faire pour la préserver. Donc ça n'a pas de sens de dire une vie humaine vaut en moyenne en France dans les décisions publiques autour de 3 millions d'euros.
pour elle, ça a une valeur infinie. Mais pour un économiste, on ne peut pas utiliser une valeur infinie puisque des décisions doivent être prises entre plusieurs alternatives, certaines jouant sur la vie humaine, d'autres sur d'autres dimensions. Donc il faut être en mesure de comparer des choses qui ont des dimensions qui ne sont pas monétaires, et donc il faut les ramener en valeur monétaire pour faciliter la comparaison. Même au sein des économistes, il y a certains qui sont heurtés par le fait de mettre une valeur économique sur quelque chose qui est sacré, qui est la vie humaine. Au tout début de mes recherches, j'étais moi-même heurté par le fait de devoir mettre une valeur économique à la vie humaine, mais assez rapidement, en l'expliquant de façon claire comme la variation d'une probabilité de décès et les consentements à payer d'une population pour bénéficier de cette réduction, on comprend mieux ce qu'il y a derrière, et donc c'est plus facile à accepter. Ouais.